J'avais toujours imaginé que la mort arriverait comme un voleur dans la nuit, sournoisement et soudainement. Au lieu de cela, elle a envoyé un messager vêtu d'une blouse blanche, à la voix douce et au regard compatissant. 6 mois, peut-être 8, avec le traitement. Le docteur Mendes a fait glisser les tests sur la table comme s'il s'agissait de cartes d'un jeu cruel. Un jeu dans lequel j'avais déjà perdu avant même qu'il ne commence. « Je suis désolé, Teresa », a-t-il dit sur le ton que nous réservons aux enfants et aux mourants. « Ne le soyez pas », ai-je répondu en rangeant les papiers dans mon sac usé. 25 ans d'enseignement de la littérature à des adolescents m'avaient appris à garder mon sang-froid, même lorsque mon monde s'écroulait. Nous avons tous une date limite, docteur. J'ai juste obtenu la mienne, plus précisément que la plupart des autres. Je suis retourné dans mon appartement, modeste, mais le mien, et j'ai regardé la photo d'Alberto sur l'étagère. 15 ans sans lui. Il me semblait que était hier que je lui tenais la main à l'hôpital, alors que le cancer le consumait, tout comme il le ferait maintenant avec moi. À côté, le portrait de Christina, diplômée, souriant avec l'arrogance lumineuse d'une jeunesse privilégiée. Mon unique enfant, ma plus grande déception. « Ah, ce serait différent si ton père était vivant », ai-je murmuré au portrait. Il a toujours su la contrôler mieux que moi. Avec des doigts qui n'obéissaient de plus comme avant, j'ai composé le numéro international que j'utilisais rarement. Mon cœur battait la chamade pendant que j'attendais, me demandant si elle allait décrocher. « Maman ?» La surprise dans sa voix était presque offensante, comme si j'y étais une vieille connaissance qui appelait sans raison. « Il s'est passé quelque chose ?»« Oui, Christina », ai-je répondu, contrôlant l'amertume qui menaçait d'inonder mes paroles. « J'ai reçu un diagnostic aujourd'hui. Il n'est pas bon. » Le silence qui a suivi était trop long pour être celui d'un choc ou d'une tristesse. Était le silence calculateur de quelqu'un qui analyse les implications. « Combien de temps ?» a-t-il finalement demandé, sans détour. 6 mois, peut-être moins. Encore du silence. Je pouvais presque l'entendre faire des calculs mentaux, non pas sur les jours qu'elle pourrait passer avec moi, mais sur la valeur de l'appartement, sur ses économies, sur le petit héritage que mon mari lui avait laissé. « Je serai là la semaine prochaine », annonce-t-elle, soudain déterminée. « Je dois d'abord organiser certaines choses ici. »« Il n'y a pas d'urgence », ai-je répondu, une étincelle de colère échappant de mes paroles. Après tout, cela fait presque 10 ans que tu attends cette visite. Elle a ignoré la piqûre des épingles, comme elle le faisait toujours pour tout ce qui était inconfortable. Après avoir raccroché, je suis restée assise pendant des heures, regardant le ciel s'assombrir à travers la fenêtre. Je n'ai pas pleuré. Les larmes étaient taries il y a des années lorsque j'ai compris que ma fille ne serait jamais la personne que j'avais créée pour elle. 3 jours plus tard, on a sonné à la porte. J'ai lissé mes cheveux gris dans le miroir de l'entrée avant d'ouvrir la porte. Non pas par vanité, elle aussi m'avait abandonnée depuis longtemps, mais par dignité. Christina était là, plus élégante et sophistiquée que jamais. Des cheveux parfaitement lissés, des vêtements qui coûtaient plus cher que ma pension mensuelle, un parfum coûteux qui semblait annoncer son arrivée avant même qu'elle ne parle. Ses yeux m'ont balayé rapidement, évaluant le degré de maladie déjà visible. « Maman ?» Il m'a serré dans ses bras avec un soin excessif, comme si je risquais de m'effondrer au moindre contact. « Tu es bien. Pour un mourant, tu veux dire ?» J'ai souri, éprouvant une certaine satisfaction à l'avoir mal à l'aise. « Entrez, votre chambre est comme vous l'avez laissée. » Je l'ai regardé examiner l'appartement d'un œil critique à peine déguisé, planifiant probablement déjà les meubles qu'elle vendrait en premier. J'ai préparé le dîner, une soupe simple qu'Alberto adorait. Et nous nous sommes assis à la table dans un silence interrompu uniquement par le tintement des couverts. « Maman, il faut qu'on parle des modalités pratiques », commença-t-elle enfin, d'une voix faussement décontractée. « Will, le domaine, l'appartement, tu sais, il faut s'assurer que tout est organisé. » J'ai levé les yeux au-dessus de mes lunettes de lecture et je l'ai observé. J'ai reconnu le léger tambourinement de ses doigts sur la table, la façon dont elle évitait mon regard direct. Des gestes qu'elle avait hérités d'Alberto lorsqu'elle mentait. Il y a 10 ans, ce comportement m'aurait brisé le cœur. Aujourd'hui, il ne faisait que confirmer la nécessité du plan que j'avais élaboré. « Oui, les modalités pratiques ?» ai-je répondu en me levant pour aller chercher un dossier sur mon bureau. J'en sortis une carte avec plusieurs marques de couleurs que j'avais méticuleusement préparées. C'est exactement pour cela que j'ai prévu ce voyage. Un voyage. Christina fronce les sourcils, confuse. Quel voyage ? Mon dernier voyage, expliquai-je en posant la carte sur la table.
J'ai toujours voulu revoir les endroits qui ont marqué ma vie. Et ce n'est qu'après cela que je finaliserai mon testament. J'ai vu le visage de ma fille passer par une séquence des émotions, surprise, irritation et, finalement, une contenance calculatrice qui ne parvenait pas à dissimuler complètement la lueur d'intérêt dans ses yeux. « Bien sûr, maman », a-t-elle répondu avec un sourire artificiel. « Ce serait merveilleux de t'accompagner. Quand partons-nous ?»« Dans 3 jours, » répondis-je en rangeant la carte. « Oh, et Christina, j'ai plus d'argent de côté que tu ne le penses. Toute une vie d'économie porte ses fruits. J'ai lancé l'hameçon et j'ai vu qu'il était instantanément avalé. Ses yeux se sont illuminés. Un éclair d'avidité qu'elle a rapidement dissimulé sous une expression de fausse inquiétude. « Ce n'est pas une question d'argent, maman, » a-t-elle protesté, la voix mélodieuse. « Je veux juste passer du temps avec toi, tant que je le peux. » J'ai acquiescé, faisant semblant de la croire, alors qu'à l'intérieur de moi, je sentais une froide détermination se solidifier. Pendant des décennies, j'avais été professeur, observant et analysant les comportements, reconnaissant la vérité derrière les masques. Je pouvais repérer un mensonge à des kilomètres de distance, surtout lorsqu'il émanait de quelqu'un que j'avais moi-même créé. Ce soir-là, après que Christina se soit retirée, j'ai pris mon téléphone et tapé un message à Eduardo, un ancien élève devenu un réalisateur de documentaires primés. Quelqu'un qui devait sa carrière à la bourse que j'avais silencieusement financée lorsque ses parents l'avaient abandonné. Eduardo, c'est confirmé. Elle est acceptée. Nous commençons dans 3 jours. Prépare tout comme nous l'avons convenu. La réponse est venue presque immédiatement. Compris, professeur. La caméra documentera tout sans qu'elle s'en rende compte. Vous êtes sûr? J'ai regardé la porte fermée de la chambre de Christina et j'ai ressenti un mélange de tristesse et de détermination. Ce que je m'apprêtais à faire était-il cruel? Peut-être. Mais était aussi nécessaire. Ma dernière leçon ne serait pas seulement pour ma fille, mais pour tous ceux qui prennent la gentillesse pour de la faiblesse. Il est temps que ma fille apprenne que certains héritages ne se quantifient pas en argent. J'ai rangé le téléphone et pris mon somnifère, mais le sommeil tardait à venir. J'ai pensé à Alberto, à la façon dont il aurait désapprouvé mon plan. « C'est notre fille, Teresa », aurait-il dit. « Nous ne pouvons pas l'abandonner. »« Je n'abandonne pas », ai-je murmuré à son portrait dans la faible lumière de la pièce. « Je lui donne une dernière chance de se racheter. » L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Tandis que mon corps se détériorait, mon âme tentait un dernier acte de rédemption. Les mois à venir me diraient si cela fonctionnerait ou non. Mais pour la première fois depuis le diagnostic, j'ai eu le sentiment que ma mort pouvait avoir un but plus important que de simplement mettre fin à mes souffrances. Serra Azul est restée pratiquement inchangée, une photographie délavée qui résiste au temps. J'ai observé le paysage par la fenêtre de la voiture de location, tandis que Christina conduisait avec une impatience visible, vérifiant à plusieurs reprises le GPS sur son téléphone portable importé. « Tu es sûr que c'est ici ?» demande-t-elle pour la 3e fois, en fronçant les sourcils devant les maisons simples qui bordent le chemin de terre. Ça a l'air tellement primitif. J'ai fermé les yeux un instant, sentant approcher la première vague de douleur de la journée. Les médecins avaient ajusté mes médicaments pour ce voyage, mais il y avait des limites à ce que la chimie pouvait faire contre la mort qui avançait dans mon corps. « C'est ici que je suis née, Christina », répondis-je en m'efforçant de garder une voix stable. « Où pensez-vous qu'un professeur d'école publique puisse grandir? Dans une luxueuse propriété ?» Ou elle n'a pas répondu, mais ses lèvres se sont crispées en cette expression dédaigneuse qu'elle avait perfectionnée à l'adolescence. Nous avons continué en silence jusqu'à ce que nous arrivions à une petite maison en briques apparentes avec un toit en tuiles usées par le temps. « On ne peut pas rester à l'hôtel ?» demande Christina en coupant le moteur et en regardant le bâtiment avec consternation. « Nous sommes chez ma cousine Antonia », ai-je expliqué en ouvrant difficilement la portière de la voiture. « C'est la seule famille qu'il me reste, à part toi. » Eduardo était déjà là, discutant avec Antonia sur le balcon. Je l'ai présenté comme un ancien élève qui documentait les histoires d'enseignants retraités dans le cadre d'un projet culturel. L'appareil photo qu'il portait autour du cou semblait suffisamment décontracté pour ne pas éveiller les soupçons. « Teresa ?» Antonia m'a serré dans ses bras avec une force authentique, les yeux pleins d'eau. Combien de temps? Et voici Christina. Mon Dieu, comme elle a grandi. La dernière fois que je l'ai vue, elle portait encore des nattes. J'ai remarqué le malaise de Christina, serrée dans les bras d'une dame aux mains calleuses et aux vêtements simples. Elle a forcé un sourire,
mais ses yeux cherchaient désespérément un endroit où désinfecter ses mains après le contact. « Entrons, invite Antonia. J'ai préparé le gâteau à la farine de maïs que tu aimais tant, Teresa. » La maison était exactement comme dans mon souvenir, petite, propre et chaleureuse. Des photos de famille décoraient les murs, dont certaines d'Alberto et de moi lorsque nous étions encore jeunes. Christina a examiné les environs avec un mélange de fascination anthropologique et d'horreur à peine dissimulée. « Vous n'avez vraiment pas de Wi-Fi ?» demande-t-elle en tenant son téléphone portable en l'air, comme si elle pouvait capter un signal parasite. « Il y a un cybercafé en ville, » répond Antonia en versant du café dans d'antiques tasses en porcelaine. « À 3 kilomètres d'ici. Le fils de Marlène peut vous y emmener en moto si c'est urgent. » L'air horrifié de Christina m'a presque fait rire. Eduardo a discrètement capturé le moment avec son appareil photo, faisant semblant de photographier elle étagère de souvenirs. Après le café, j'ai invité Christina à se promener. Nous avons marché lentement le long de l'unique rue principale de la ville, Eduardo nous suivant à une distance respectueuse. Ce bâtiment jaune était mon école, ai-je indiqué en désignant un bâtiment simple avec une petite cour. J'y ai étudié jusqu'à l'âge de 15 ans, quand j'ai obtenu une bourse pour aller dans un pensionnat de la capitale. « Comment avez-vous réussi à sortir d'ici ?» demande Christina, avec un mélange de mépris et de curiosité. « En étudiant pendant que tout le monde dormait ?» ai-je répondu, ressentant un pincement aigu à l'abdomen que j'ai déguisé en fatigue. Je travaillais dans L, épicerie de M, Tobias pendant la journée, et je lisais à la lueur d'une bougie le soir. « Mais pourquoi ?» insiste-t-elle, comme si l'idée d'effort lui était totalement étrangère. « Pourquoi ne pas simplement accepter votre place ?» Cette question révélait tant de choses sur ce que ma fille était devenue que j'ai senti mon cœur se serrer. Comment avais-je pu élever quelqu'un d'aussi déconnecté de la réalité de la plupart des gens? Parce que je croyais que ma vie pouvait être plus que ce que les autres avaient déterminé pour moi, ai-je répondu, en la regardant droit dans les yeux. J'espérais t'avoir appris quelque chose. Nous avons marché en silence jusqu'au petit cimetière où mes parents étaient enterrés. Christina se tient à une distance respectueuse, tandis que je dépose de simples fleurs sur les pierres tombales usées. Automne grand-père est mort dans les mines, ai-je expliqué en passant mes doigts sur les lettres gravées dans la pierre. Ses poumons ont été détruits par la poussière de charbon. Ta grand-mère a travaillé à laver des vêtements pour de riches familles jusqu'à ce que ses doigts soient déformés par l'arthrite. Ils ne t'ont jamais connu. Pourquoi me montres-tu tout cela ? Demande Christina, impatiente. Quel est l'intérêt? Je me suis levée avec difficulté, sentant chaque année de mon 68 dans mes os fatigués. Parce qu'avant de comprendre où je vais, il faut savoir d'où je viens, répondis-je. Et d'où tu viens, par extension. Ce soir-là, Antonia a organisé un dîner avec quelques vieux habitants qui m'avaient connu dans ma jeunesse. Parmi eux, Sébastien, aujourd'hui un homme aux cheveux grisonnants, qui avait étudié avec moi. « Ah, Teresa a toujours été la plus intelligente de la classe, » dit-il, tandis que nous mangeons du riz au poulet fermier. Lorsqu'elle a obtenu cette bourse, toute la ville a fait la fête. C était notre fierté. « Vous êtes restés en contact pendant toutes ces années ?» demande Christina, feignant l'intérêt tout en jouant avec la nourriture dans son assiette. « Ta maman n'a jamais oublié ses origines, » répond Sébastien avec un sourire chaleureux. Chaque année, elle envoie de l'argent au fonds de bourse de L École. Elle a permis à plus de 30 enfants d'ici d'aller à l'université. J'ai vu le choc sur le visage de Christina. C était un détail de ma vie financière qu'elle ignorait totalement. Les 10% de mes revenus que je donnais religieusement à l'école locale. « Tu ne m'as jamais dit cela », a-t-elle dit plus tard, lorsque nous nous sommes retrouvés seuls dans la petite chambre que nous partagions. « Tu ne m'as jamais demandé comment je dépensais mon argent », ai-je répondu simplement, en prenant mon médicament du soir. Tu as juste supposé que j'allais tout mettre de côté pour que tu puisses en hériter un jour. Elle n'a pas répondu, mais je pouvais voir l'engrenage tourner dans son esprit, recalculant la valeur de l'héritage qu'elle convoitait tant. Le lendemain matin, Eduardo nous a invités à visiter l'ancienne mine où mon père avait travaillé. Devenu un musée rudimentaire, le site préserve la mémoire des hommes qui ont littéralement donné leur vie pour l'industrie. Christina, qui s'ennuyait visiblement pendant qu'Eduardo filmait mon témoignage sur mon père, s'est exclamée « On ne peut pas passer à autre chose !»« Non, vous n'avez pas compris !» ai-je répondu avec une fermeté qui l'a surprise. « Il ne s'agit pas d'origine modeste, Christina. Il s'agit de dignité. Quelque chose que l'argent ne peut ni acheter ni remplacer. » Alors que nous traversions l'entrée étroite de la mine,
J'ai eu un vertige soudain. Les murs sombres semblaient tourbillonner autour de moi. Et, avant que je puisse prendre appui, mes genoux ont cédé. « Maman !» La voix de Christina semblait lointaine, presque sous-marine. Des mains m'ont soutenue, me guidant vers l'air frais. Lorsque j'ai repris conscience, j'y étais allongée sur un banc en bois. Christina tenait un verre d'eau et, étonnamment, elle avait les larmes aux yeux. « J'ai cru, » souffle-t-elle, « j'ai cru que j'allais mourir là. »« Pas encore, » ai-je répondu, en essayant de sourire. « Nous avons encore un long chemin à parcourir. » Pendant un bref instant, j'ai vu quelque chose dans ses yeux, une véritable peur, peut-être même de l'inquiétude. Ou était-ce simplement la peur que je parte avant d'avoir finalisé le testament? Il était difficile de discerner ce qui était réel chez ma fille. Cette nuit-là, pendant que Christina dormait, j'ai rencontré Eduardo sur le balcon d'Antonia. Les étoiles brillaient dans le ciel non pollué de la petite ville. « Comment je m'en sors jusqu'à présent ?» lui ai-je demandé à voix basse. « Oh, j'ai capturé quelques moments révélateurs », a-t-il répondu en me montrant quelques images sur son appareil photo. « Mais je crains que cela n'ait été très épuisant pour vous, professeur. » J'ai regardé mon visage pâle sur les photos, mes yeux enfoncés, la fragilité évidente dans chaque geste. La mort était plus visible en moi que je ne voulais l'admettre. « Le temps est le seul luxe que je n'ai plus, Eduardo », ai-je répondu en lui rendant l'appareil photo. « Nous devons continuer comme prévu. »« Et si elle ne réussit pas les tests ?» a-t-il demandé, son inquiétude étant évidente. « Et si tous ces efforts ne faisaient que confirmer ce que vous savez déjà d'elle ?» C'est une question qui m'a tourmentée pendant les nuits d'insomnie, entre les doses de morphine et les prières silencieuses. « Au moins, je saurais que j'ai essayé jusqu'au bout, » ai-je répondu en levant les yeux vers le ciel étoilé. « Et le testament que j'ai déjà préparé sera le bon. » De retour dans la chambre, j'ai regardé Christina dormir. Elle ressemblait tellement à la petite fille que j'avais autrefois bercée dans mes bras. Où m'étais-je trompée? À quel moment ai-je perdu cette douce enfant au profit de cette femme calculatrice? Ou bien était-ce toujours sa vraie nature, attendant simplement le bon moment pour se manifester? « Et Alberto ?» ai-je murmuré dans l'obscurité, comme si mon mari pouvait m'entendre de l'autre côté du voile. « J'espère que tu vois cela. J'espère que tu comprends ce que j'essaie de faire. » Le lendemain matin, alors que nous préparions nos bagages pour notre prochaine destination, Antonia me tendit un petit paquet. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je en déballant le vieux tissu qui l'enveloppait. « Le bracelet de ta mère », me répondit-elle, les yeux larmoyants. « Elle voulait qu'il reste avec toi, pour le transmettre un jour à sa fille. J'ai pensé que était le bon moment. C'est un simple bijou en argent, usé, avec une seule pierre bleue. Sans grande valeur commerciale, mais d'une valeur inestimable en termes de souvenirs. Magnifique bracelet, commente Christina avec désinvolture, en le regardant entre mes mains ridées. C'est de l'argent véritable? À ce moment-là, j'ai su que j'avais encore beaucoup de travail devant moi. Le chemin vers le cœur de ma fille, si tant est qu'il y en ait un, serait plus long et plus douloureux que sa propre mort qui approchait. Oui, ai-je répondu en rangeant le bracelet dans mon sac. Il est réel, comme peu de choses dans cette vie. Nous sommes montés dans la voiture sous l'œil attentif d'Eduardo, qui était déjà parti plus tôt pour préparer notre prochaine étape. Pendant que Christina mettait les valises dans le coffre, Antonia tenait mes mains entre les siennes. « Tu es sûre de vouloir continuer, Teresa ?» me demande-t-elle doucement. « Tu as l'air si fragile. La fragilité du corps ne reflète pas la force de « elle âme, cousin », ai-je répondu en embrassant sa joue ridée. Ce voyage doit être achevé, quel qu'en soit le prix. Alors que la voituresse éloignait sur la route poussiéreuse, je jetai un dernier coup d'œil à la petite maison où j'avais grandi. La douleur dans mon corps était maintenant constante, une compagne indésirable mais inévitable. Mais une douleur encore plus grande persistait dans mon cœur, la blessure ouverte qu'était la relation avec ma fille unique. « Où allons-nous maintenant ?» demanda Christina, en ajustant ses lunettes de soleil de luxe alors qu'elle éloignait de Serra Azul. « Dans la ville où je suis devenue enseignante, répondis-je en avalant discrètement un nouvel analgésique. Là où j'ai découvert mon but dans la vie. Elle a hoché la tête distraitement, plus intéressée par le signal de son téléphone portable que par mon histoire. Alors que la campagne défile devant la fenêtre, je me permets un petit sourire. Le prochain test serait beaucoup plus révélateur, et Christina n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle, école publique, Monteiro Lobato, semblait plus petite que dans mes souvenirs. Les couloirs plus étroits, la cour plus resserrée, les salles de classe plus étouffantes.
Ou peut-être était-ce simplement la perspective altérée par les années, par la maladie, par la fatigue qui s'accumulait dans mes os comme du plomb. « Tu as vraiment enseigné ici pendant 15 ans ?» demanda Christina, en regardant les murs écaillés et les meubles usés, avec une expression entre l'incrédulité et le dédain. Cela semble tellement inadapté. Inadapté à quoi? Ai-je rétorqué, en saluant d'un sourire fatigué la secrétaire âgée qui se souvenait encore de moi. Pour former des esprits, pour transformer des vies, le savoir n'a pas besoin de marbre et d'or pour s'épanouir, mon enfant. Nous fûmes accueillis par l'actuelle directrice, Mariana, une ancienne élève qui avait suivi mes traces. L'accolade que nous avons échangée m'a fait monter les larmes aux yeux, non seulement à cause de l'émotion des retrouvailles, mais aussi à cause de la douleur physique que chaque contact provoquait maintenant dans mon corps affaibli. « Professeur Teresa », s'est-elle exclamée en prenant mes mains entre les siennes, « quel honneur de vous retrouver. Nous avons tout organisé comme vous l'aviez demandé. » Christina m'a jeté un regard interrogateur. « Comme vous l'avez demandé ?»« Surprise ?» répondis-je simplement. Nous déjeunons avec quelques-uns de mes anciens élèves. La cantine de l'école avait été modestement décorée pour l'occasion. Une banderole de bienvenue était accrochée au-dessus de la porte et les tables étaient disposées en U, ce qui permettait à tout le monde de se voir. Eduardo était déjà là, faisant semblant de photographier l'ambiance tout en positionnant discrètement son appareil photo pour capter les moments à venir. L'un après l'autre, mes anciens élèves sont arrivés. Ce sont maintenant des adultes dans la trentaine et la quarantaine, certains avec des enfants, d'autres avec des cheveux prématurément gris. Je reconnaissais chaque visage, chaque sourire, chaque histoire derrière ses yeux qui me fixait avec un mélange de respect et de nostalgie. Je présente à Christina un homme des âges moyens aux mains calleuses et au visage brûlé par le soleil. Voici Rodrigo. C était mon étudiant le plus brillant en littérature. Ma fille m'a demandé ce que tu fais maintenant, Rodrigo, sur un ton artificiel, comme si elle s'adressait à un enfant ou à un subalterne. « Je suis maçon », a-t-il répondu avec un sourire tranquille. « Je construis des maisons le jour et j'y écris de la poésie la nuit. J'ai publié mon premier livre l'année dernière, grâce aux encouragements que ta mère m'a donnés il y a 20 ans. » J'ai vu la confusion sur le visage de Christina, son incapacité à concilier l'image d'un travailleur manuel avec celle d'un poète. Sa vision du monde était si étroite, si limitée par les valeurs matérielles qu'elle avait absorbées. « Et voici Louisa », ai-je poursuivi en présentant une élégante femme en fauteuil roulant, mon élève la plus persévérante. Le professeur Teresa a payé ma physiothérapie pendant 2 ans après mon accident, explique Louisa en serrant la main de Christina. Sans elle, j'aurais abandonné l'école et tout le reste. Avez-vous payé des traitements médicaux à des étudiants ? Demande Christina lorsque nous nous éloignons un peu pour servir les boissons. Sa voix oscille entre la surprise et un sentiment proche de l'indignation. Avec quel argent? Avec l'argent que je pouvais dépenser à ma guise, ai-je répondu calmement. Le même argent qui, selon vous, aurait dû être dépensé en croisière ou en bijoux pour que votre vieille mère puisse en faire étalage. Elle rougit et détourne le regard. Je n'ai jamais dit cela. Tu n'avais pas besoin de le dire. Ton mépris pour mon mode de vie a toujours été évident, Christina, depuis que tu as compris la valeur de l'argent. Le déjeuner s'est poursuivi avec d'autres présentations et histoires. Chaque ancien élève avait un souvenir à partager, un livre que je leur avais prêté, un message d'encouragement à un moment difficile, un petit prêt qui a fait la différence entre la poursuite des études et l'abandon de l'école. Le professeur Teresa a créé un fonds d'urgence informel, explique Jorge, aujourd'hui infirmier. Elle a mis en commun une partie de son salaire pour aider les étudiants en difficulté. Elle payait tout, des fournitures scolaires aux soins dentaires. « Et personne n'en a profité ?» demande Christina, la voix incrédule. « Personne n'a pris l'argent et n'a disparu ?» Un silence gêné s'installe autour de la table. Eduardo ajuste discrètement son appareil photo. « Certains l'ont fait », ai-je répondu honnêtement. « Il y a eu des déceptions, bien sûr, mais pour chaque personne qui a abusé de la confiance, il y en a eu 10 qui ont honoré l'aide qu'elles ont reçue. Cela reste un mauvais investissement, murmure Christina. Suffisamment fort pour être entendu. Cela dépend de ce que tu considères comme un retour sur investissement, mon enfant, ai-je dit doucement. Regarde les gens qui nous entourent, des médecins, des infirmières, des enseignants,
des artistes, des ouvriers. Des gens honnêtes qui font la différence dans leur communauté. Quel meilleur retour pourrait-il y avoir? Après le déjeuner, Mariana nous a emmenés visiter la bibliothèque de l'école, récemment rénovée et portant mon nom. Un simple panneau à l'entrée indique « Bibliothèque du professeur Teresa Almeida », parce que les mots construisent des ponts entre les mondes. « Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ?» demande Christina, sincèrement surprise. « Tu n'as jamais manifesté d'intérêt pour ma carrière », ai-je répondu simplement. « Après ton entrée à l'université, tu as rarement posé des questions sur mon travail. » Était vrai. Ma fille avait fait son chemin dans le monde international des affaires, considérant ma profession d'enseignante comme quelque chose d'insignifiant, presque embarrassant. Lors de nos rares conversations, elle parlait de ses réussites, de ses promotions et de ses voyages, mais elle ne posait jamais de questions sur mes élèves, mes luttes, mes petites victoires quotidiennes. J'ai un autre endroit à visiter aujourd'hui, ai-je annoncé en quittant l'école. Quelque chose de plus personnel. L'hôpital Santa Clara se trouve à quelques rues de l'école. C'est un vieux bâtiment en briques avec de hautes fenêtres et une petite chapelle attenante. Alors que nous marchions dans les couloirs stérilisés, j'ai senti le poids des souvenirs me frapper comme des vagues. « Pourquoi sommes-nous ici ?» a demandé Christina, visiblement peu à l'aise avec l'environnement hospitalier. « Avez-vous besoin d'aide ?»« Pas aujourd'hui », ai-je répondu en la guidant vers le service d'oncologie pédiatrique. « Nous sommes là pour vous le rappeler. Nous nous sommes arrêtés devant une peinture murale représentant des enfants, certains souriant malgré leur crâne dégarni, d'autres étant sérieux, d'autres encore étant manifestement en train de vivre leurs derniers jours. Au centre de la fresque, une photo jaunâtre attire l'attention. Une petite fille d'environ 8 ans avec un foulard coloré sur la tête et un sourire édenté. « C'est moi ?» demande Christina, la voix soudain petite. « Oui », ai-je confirmé en touchant délicatement la photo. « Pendant votre traitement contre la leucémie. Tu as été hospitalisée ici pendant 7 mois quand tu avais 8 ans. » Elle a regardé la photo comme s'il s'agissait d'un étranger, de quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Était peut-être vrai. Cet enfant courageux et la femme à côté de moi avaient l'air de personnes complètement différentes. « Nous avons failli te perdre 3 fois, ai-je poursuivi, la voix basse, chargée de souvenirs douloureux. À la 3e rechute, les médecins ont dit que nous avions besoin d'un traitement expérimental aux États-Unis. La compagnie d'assurance a refusé de le prendre en charge. « Et comment avez-vous obtenu l'argent ?» demande Christina, ses doigts effleurant la photographie encadrée. Une question sincère, peut-être le premier moment de réelle curiosité depuis le début de notre voyage. J'ai fermé les yeux un instant, laissant les souvenirs revenir en boucle. Le désespoir, la peur, les nuits blanches à compter les pièces et à faire des calculs impossibles. « Nous avons tout vendu », ai-je répondu simplement. La voiture, les économies que nous avions pour notre retraite. Ton père a vendu le petit atelier qu'il venait d'ouvrir. J'ai contracté des emprunts auprès de 3 banques différentes. Christina a cligné des yeux, visiblement choquée. Je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas. Tu étais une enfant qui se battait pour sa vie. Ce n'était pas ton rôle de savoir. Et après, comment avez-vous payé les dettes? Ton père a eu 2 emplois pendant les 10 années qui ont suivi. Je donnais des cours particuliers le week-end, en plus de mon travail à l'école. Nous avons fini de rembourser le dernier prêt quand tu étais en 2e année d'université. Eduardo s'est approché discrètement, faisant semblant de s'intéresser à la fresque de photos pendant que son appareil photo capturait l'instant. Je lisais dans ses yeux qu'il comprenait le poids de cette révélation. « C'est pour cela que tu n'as pas eu d'autres enfants ?» murmure Christina, plus à elle-même qu'à moi. « Tu n'en avais pas les moyens. Les médecins ont dit que je ne pouvais plus avoir d'enfants après le stress de votre traitement. » ai-je corrigé gentiment. Mais même si j'avais pu, oui, cela aurait été financièrement impossible. Nous avons tout misé sur toi, Christina, notre seule fille. Les implications étaient suspendues dans l'air entre nous, lourdes comme des nuages d'orage. Christina a détourné le regard et, pendant un bref instant, j'ai cru voir quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Une véritable honte. Il y a encore une personne que je veux vous présenter, ai-je dit en la guidant hors du service d'oncologie. À la réception de l'hôpital, une infirmière âgée nous attendait. Son uniforme impeccablement repassé contrastait avec son visage marqué par les années. Mais ses yeux brillaient toujours de la même gentillesse dont je me souvenais. « Teresa !» s'est-elle exclamée en me serrant soigneusement dans ses bras. « J'ai enfin ramené votre petite fille.
L'infirmière Conceição, dis-je, s'est occupée de vous tout au long de votre traitement. Elle a fait des heures supplémentaires sans salaire pour être à tes côtés quand nous ne pouvions pas être là. Et tu as tellement grandi, a dit Conceição en tenant les mains de Cristina. Et si belle, chaque prière en valait la peine. Cristina a pris un air ahuri, n'ayant manifestement aucun souvenir de cette femme qui avait été si fondamentale dans ses premières années. « Avez-vous prié pour moi ?» demande-t-elle en hésitant. « Tous les jours, ma chère, et je prie encore. J'ai toujours votre photo dans mon oratoire. » Ce soir-là, nous avons dîné dans le petit appartement de Conceição, qui a insisté pour nous accueillir malgré mes inquiétudes quant à son budget limité. Elle a tenu à préparer tous les plats que Cristina pouvait manger pendant son traitement. Une soupe légère aux légumes, une purée de pommes de terre, de la gélatine colorée. « C'était si difficile de te faire manger ?» se souvient Conceição en se resservant du jus de fruits. On inventait des histoires, on promettait des cadeaux, on faisait des petits avions avec la cuillère. Je regardais ma fille tripoter sa nourriture, mais pour une raison différente. Ce haine était plus du dédain pour ce qu'elle considérait comme inférieur, mais quelque chose de plus profond. Une confrontation avec une histoire qu'elle avait commodément oubliée ou refoulée. « Pourquoi n'avons-nous jamais parlé de cette période ?» demanda Cristina lorsque nous étions sur le chemin du retour vers l'hôtel simple où nous allions passer la nuit. « Tu n'aimais pas qu'on te le rappelle ?» ai-je répondu honnêtement. « Quand tu avais environ 12 ans, tu as retiré de ton album toutes les photos de l'époque du traitement. Tu nous as demandé de ne plus jamais en parler. Et vous l'avez juste accepté? Tu as assez souffert, Cristina. Si tu voulais aller de l'avant sans regarder en arrière, qui étions-nous pour t'en empêcher ?» Le silence qui suivit fut différent des précédents. Il n'était pas empreint de tension ou de mépris, mais de contemplation. Pour la première fois depuis le début de notre voyage, j'ai vu ma fille réfléchir. De retour à l'hôtel, alors que je prenais mes médicaments pour la nuit, la liste croissante de pilules qui pouvaient à peine contenir la douleur, je me suis rendu compte que Cristina me regardait attentivement. Elle m'a demandé si j'avais très mal, d'une voix presque enfantine qui m'a ramené des dizaines d'années en arrière. « Oui », répondis-je honnêtement, « mais la morphine aide, et le fait d'avoir un but aussi. Cette visite de vos souvenirs ?» hésita-t-elle. « Est-ce vraiment à propos du testament, ou y a-t-il autre chose que tu essaies de me dire ?» J'ai souri à ma fille à travers le miroir. Il y avait peut-être de l'espoir après tout. La bonne question serait « Y a-t-il quelque chose d'autre que tu entends ?» Elle n'a pas répondu, mais ce soir-là, pour la première fois depuis le début de notre voyage, Cristina a peluché mon oreiller et s'est assurée que J était à l'aise avant d'éteindre la lumière. Le lendemain matin, j'ai eu besoin d'aide pour me lever. Mon corps était épuisé par les jours de voyage, les émotions intenses et la progression inexorable du cancer. Cristina, étonnamment, m'a offert son soutien sans que j'aie besoin de le demander, me tenant doucement le bras tandis que je marchais en tremblant jusque à la salle de bain. « Peut-être devrions-nous interrompre le voyage ?» a-t-elle suggéré, l'inquiétude dans sa voix semblant sincère pour la première fois. « Tu n'es pas bien, maman. »« Je meurs, Cristina », ai-je répondu sans embâge, m'appuyant sur le lavabo tout en me brossant les dents d'une main tremblante. Il n'y a pas de bonne santé à l'horizon. Il n'y a que des jours meilleurs et des jours pires. Et nous avons encore un endroit important à visiter. Elle n'a pas insisté, mais j'ai remarqué qu'elle commençait à me surveiller de plus près, anticipant mes moments de faiblesse, m'offrant un bras, un verre d'eau, une pause lorsque ma respiration devenait plus difficile. Sur le chemin de notre prochaine destination, Eduardo nous a accompagnés dans la voiture. Il prétendait devoir filmer le paysage pour son documentaire, mais je savais qu'il s'inquiétait de la détérioration de mon état. « Où allons-nous maintenant ?» demanda Cristina en conduisant plus prudemment que les jours précédents, en évitant les nids de poules et les bosses. « À la maison de vacances ?» répondis-je en m'adossant au siège. C'est là que nous avons passé nos derniers moments de bonheur en famille. La petite maison de bord de mer était exactement comme dans mes souvenirs. Des murs bleus délavés par le sel, des fenêtres en bois blanc, une petite mais confortable terrasse face à l'océan. Nous y avions passé nos derniers étés en famille, avant que Cristina ne parte étudier à l'étranger et ne revienne jamais. Elle étonne en déchargeant nos valises. Ça marche encore, je l'ai loué pour 2 nuits, ai-je expliqué, au même propriétaire qu'il y a 20 ans. Il s'est souvenu de nous. Eduardo s'est installé dans une petite pièce à l'arrière, ce qui nous a permis de nous isoler pendant qu'il organisait apparemment son matériel.
En fait, je savais qu'il plaçait des caméras discrètes dans les pièces communes. Non pas pour nous espionner dans nos moments intimes, mais pour filmer les conversations cruciales à venir. Ce jour-là, le coucher de soleil était à couper le souffle. Des nuances d'orange et de rose se répandaient sur l'océan comme une aquarelle divine. Nous nous sommes assis sur la terrasse, enveloppés dans de légères couvertures pour nous protéger de la brise marine, tandis que le soleil disparaissait à l'horizon. Je lui ai demandé si elle se souvenait du dernier été que nous avons passé ici, en regardant les vagues se briser doucement sur la plage presque déserte. « Je m'en souviens », répond Christina après un moment de réflexion. « Je venais de recevoir ma lettre d'admission à l'université à l'étranger. Papa et toi, vous vous disputiez beaucoup. Nous nous disputions sur la façon de payer tes études. » Ai-je corrigé gentiment. La bourse ne couvrait qu'une partie des frais. Ton père voulait vendre l'appartement. J'ai insisté sur le fait que nous pouvions obtenir un prêt. Qu'avez-vous décidé en fin de compte ? Finalement, nous n'avons pas eu à vendre l'appartement. Ton père a pris un 3e emploi. Le week-end, il faisait des expériences dans un laboratoire. Christina est choquée. Il travaillait aussi le week-end ? Je ne le savais pas. Il y a beaucoup de choses que nous préférions ne pas partager avec toi, mon enfant. Nous voulions que tu te concentres uniquement sur tes études, sur ton avenir. Le silence qui suivit ne fut rempli que par le bruit des vagues et, de temps en temps, par le cri lointain d'une mouette. Enfin, Christina posa la question qui semblait couver depuis des jours. « Et pourquoi me montres-tu tout cela maintenant, maman ? Pour me faire culpabiliser ?» Je me suis retournée pour lui faire face directement, ressentant un vif pincement à l'abdomen que j'ai dissimulé en ajustant légèrement la couverture. La culpabilité est une émotion inutile, Christina. Ce n'est pas ce que je recherche. Je cherche à comprendre. Comprendre quoi ? Que votre héritage le plus précieux n'est pas dans les comptes en banque ou les biens. Il réside dans les choix que nous avons faits par amour pour toi et dans les choix que tu feras à partir de maintenant. Elle détourna le regard, fixant l'horizon qui s'assombrissait. Une bataille intérieure semblait faire rage sur son visage. « Alors c'est ça ?» dit-elle finalement. « Tu veux que je te ressemble davantage, que je renonce au confort matériel pour un idéal abstrait de bonté ? » « Non !» ai-je répondu avec fermeté. « Je veux que tu sois authentiquement toi. Je me demande simplement si la personne que tu es devenue est vraiment celle que tu veux être. » Ce soir-là, alors que nous nous apprêtions à nous coucher, mon état s'est soudainement aggravé. Une douleur lancinante m'a traversé l'abdomen, me faisant me replier sur moi-même avec un gémissement étouffé. J'ai essayé d'atteindre mes médicaments sur la table de chevet, mais ma vision s'est obscurcie sur les bords et je me suis sentie tomber. « Maman !» Le cri de Christina semblait venir de très loin. Des mains m'ont maintenue au sol, des voix agitées ont discuté autour de moi. J'ai senti qu'on me posait doucement sur quelque chose de mou. Le lit, je suppose, puis une piqûre dans le bras et, peu à peu, la douleur s'est estompée. Lorsque j'ai repris mes esprits, le soleil du matin filtrait à travers les minces rideaux de la maison. Christina dormait sur une chaise à côté de mon lit, dans une position inconfortable qui ne manquerait pas de la faire souffrir plus tard. Eduardo était au pied du lit, parlant à voix basse à quelqu'un que j'ai reconnu comme étant le médecin local. « Combien de temps suis-je restée inconsciente ?» demandai-je. Ma voix étant plus qu'un murmure rauque. « Maman !» Christina s'est réveillée instantanément et s'est penchée pour me prendre la main. « Comment te sens-tu » ? Comme si un train m'avait roulé dessus, ai-je répondu honnêtement. Mais j'ai connu des jours pires. Était une crise grave, a expliqué le médecin en s'approchant de moi pour vérifier mes signes vitaux. Votre fille a parfaitement administré la morphine d'urgence. Elle vous a évité des souffrances considérables. Je regarde avec surprise Christina, qui semble gênée par le compliment. J'ai observé les infirmières à l'hôpital, explique-t-elle en évitant mon regard. Maman, j'ai compris que j'aurais besoin de savoir faire cela un jour ou l'autre. Lorsque le médecin et Eduardo nous ont laissés seuls, j'ai regardé ma fille d'un œil nouveau. Elle avait des cernes profonds sous les yeux, ses cheveux parfaitement soignés des jours précédents étaient maintenant ébouriffés. Ses vêtements de marque étaient froissés parce qu'elle avait dormi dans le fauteuil. « Tu es restée debout toute la nuit », ai-je noté, sans poser de questions. « J'ai alterné avec Eduardo », a-t-il répondu en me versant de l'eau. « Tu avais de la fièvre, tu as un peu déliré. »« Qu'est-ce que j'ai dit ?» ai-je demandé, soudain inquiète. « Tu as appelé papa ?» a-t-elle répondu après un moment d'hésitation. « Et tu t'es excusé ?» Plusieurs fois. J'ai fermé les yeux, sentant le poids de ces révélations involontaires. « Je suis désolée que tu aies vu ça.
Pourquoi t'es-tu excusée auprès de lui ?» demande Christina en s'asseyant sur le bord du lit. « Qu'est-ce que tu regrettes ?» La question était suspendue entre nous, chargée d'implications. Était un moment de vérité que je n'avais pas prévu, mais qui semblait maintenant inévitable. De ne pas avoir pu tenir la promesse que nous nous étions faite l'un à l'autre, ai-je finalement répondu. D'avoir élevé une fille qui appréciait ce qui compte vraiment dans la vie. Ses mains, qui tenaient le verre d'eau, ont légèrement tremblé. Alors, tu l'admets, tout ce voyage, c'est pour me juger et trouver que j'ai des lacunes. Non, Christina, répondis-je en rassemblant la force nécessaire pour me redresser malgré la douleur. Ce voyage est ma dernière tentative pour apprendre à te connaître, de comprendre la femme que tu es devenue, et peut-être, s'il en est encore temps, de t'aider à renouer avec la fille que tu as été. Celle qui affrontait la mort avec courage et gratitude, et non avec avidité et ressentiment. Les mots l'ont frappé comme un coup de poing. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes, les premières vraies larmes que je voyais depuis des années. « Et si était trop tard ?» a-t-elle murmuré. « Et si je ne pouvais pas être celui que tu veux que je sois ?» « Il ne s'agit pas de ce que je veux, mon enfant, » ai-je répondu doucement. « Il n'a jamais été question de cela. Il s'agit de ce dont tu as besoin pour être vraiment heureuse. Le médecin a recommandé un repos absolu, mais j'ai insisté pour poursuivre notre voyage. Il nous restait un dernier endroit à visiter, et le temps, mon temps, écoulait rapidement. « Un jour de plus ?» ai-je promis à Christina alors qu'elle faisait nos valises à contre-cœur. « Juste un dernier endroit. Et ensuite, nous rentrerons à la maison. » Elle n'a pas discuté. Elle a simplement hoché la tête avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Quelque chose changeait en elle, subtilement, comme le lent retournement des marées. Pendant le trajet jusqu'à notre destination finale, j'ai regardé le paysage en silence, ressentant chaque chaos de la route dans mon corps affaibli. Eduardo conduisait maintenant, permettant à Christina de s'asseoir à côté de moi sur le siège arrière. « Où allons-nous » demanda-t-elle, remarquant que nous nous éloignions de la ville pour nous diriger vers la campagne. « À l'endroit où se trouve ton père », répondis-je simplement. Le petit cimetière se trouvait au sommet d'une colline douce, entourée de cyprès anciens qui murmuraient dans la brise de l'après-midi. La tombe d'Alberto était simple, une modeste pierre tombale en marbre avec son nom, ses dates et l'inscription que nous avions choisie ensemble. L'amour est le seul héritage qui vaille la peine d'être laissé. Christina s'est arrêtée à quelques pas, comme si elle avait soudain peur. Je me suis rendu compte qu'elle ne s'était pas rendue sur la tombe de son père depuis l'enterrement, il y a 15 ans. « Viens », l'ai-je invité gentiment en lui tendant la main. « Tu lui manquerais. Ensemble, nous nous sommes approchés. » Eduardo se tenait respectueusement en retrait, son appareil photo capturant l'instant de loin, presque imperceptiblement. Je lui parlais tous les jours, ai-je avoué en déposant les simples fleurs que nous avions apportées. Dans les moments difficiles, les décisions compliquées, les nuits solitaires, il a toujours été mon meilleur conseiller, même après mon départ. Christina est restée silencieuse, les yeux fixés sur la pierre tombale, comme si elle essayait d'en extraire une vérité oubliée. « Que pensez-vous qu'il dirait de moi aujourd'hui ?» demande-t-elle enfin, d'une petite voix presque enfantine. La question me prit au dépourvu par sa sincérité brute. J'ai réfléchi un moment avant de répondre. « Il dirait qu'il est encore temps », ai-je répondu honnêtement. Alberto a toujours cru en la capacité des gens à se réinventer, de redécouvrir le meilleur d'eux-mêmes, même après tant d'erreurs. Surtout après des erreurs, mon enfant. C'est à ce moment-là que l'on grandit vraiment. Nous sommes restées assises en silence pendant quelques minutes, chacune perdue dans ses propres pensées, ses propres souvenirs de l'homme qui nous avait quittés trop tôt. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Christina s'est agenouillée devant la pierre tombale, touchant le marbre froid de ses doigts hésitants. « Je suis tellement désolée, papa », a-t-elle murmuré si doucement que j'ai failli ne pas entendre, pour tout. Était un moment si intime, si authentique, que j'ai détourné le regard, me sentant presque comme un intrus. Lorsque je l'ai regardée à nouveau, Christina s'essuyait discrètement les yeux. « Je suis prête à rentrer chez moi », dit-elle, en se levant avec une détermination nouvelle. Je crois que nous avons tous les deux besoin de nous reposer. Le voyage de retour fut silencieux, mais pas inconfortable. Quelque chose avait changé entre nous, une barrière invisible commençait à s'effriter, pierre par pierre. Je ne me suis pas permis de me faire de faux espoirs, sachant que les vraies transformations prennent du temps. Et le temps, c'est justement ce que je n'avais plus. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, l'épuisement finit par me gagner. J'ai à peine réussi à prendre mes médicaments avant de m'effondrer dans mon lit,
mon corps réclamant du repos après ces journées intenses. Christina, étonnamment, a assumé le rôle de soignante avec une compétence que je n'avais pas imaginée. Elle a organisé les médicaments, vérifié ma température, s'est assurée que J était à l'aise. « Oh, j'ai l'impression que nous avons échangé nos rôles », ai-je commenté faiblement alors qu'elle ajustait mon oreiller. « Il est temps que je lui rende l'appareil, ne serait-ce qu'un peu », a-t-elle répondu avec un sourire triste. « Reposez-vous maintenant, nous en reparlerons demain. » Lorsque je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai trouvé Christina dans le salon, entourée de vieux albums de photos qu'elle avait sortis d'un placard. Son visage était marqué par de récentes larmes, mais elle semblait étrangement apaisée. « Bonjour », ai-je dit en m'appuyant sur la canne que je devais désormais utiliser même à l'intérieur. « Archéologie familiale ?» Elle a levé les yeux, souriant légèrement. Je redécouvre une histoire que j'ai essayé d'oublier pendant longtemps. Je me suis assis à côté d'elle sur le canapé, en regardant les photos éparpillées. Nous étions là, tous les trois, Alberto, moi et Christina, dans des moments heureux qui semblaient appartenir à une autre vie. Des pique-niques dans le parc, des anniversaires simples mais joyeux, des remises de diplômes, le premier jour d'université. Nous étions heureux, n'est-ce pas ? Demande-t-elle en brandissant une photo d'Alberto, la portant sur ses épaules lors d'une promenade sur la plage. Même sans beaucoup d'argent, même avec toutes les difficultés. Le bonheur est rarement une question de compte en banque, mon enfant, ai-je répondu doucement. C'est une question de lien, avec l'amour, avec un but. Elle a hoché lentement la tête, comme si elle assimilait vraiment ces mots pour la première fois. Maman, commença-t-elle en hésitant, je crois qu'il faut que je te dise quelque chose, de ma vie à l'étranger, de ce que je suis devenue. Je me suis installée sur le canapé, prête à écouter tout ce qu'elle avait à partager. Au cours des heures qui ont suivi, Christina a ouvert son cœur comme elle ne l'avait pas fait depuis son adolescence. Elle a parlé de ses relations ratées, de sa quête incessante de statut et de reconnaissance, de la profonde solitude qu'elle ressentait même lorsqu'elle était entourée de gens dans des soirées élégantes. Elle a avoué que son travail, bien que lucratif, lui donnait un sentiment de vide et d'insatisfaction. « J'ai une énorme maison que j'utilise à peine », a-t-elle révélé en essuyant quelques larmes. « Je l'ai remplie d'objets coûteux qui ne signifient rien pour moi. J'ai une liste de contacts enviables, mais personne que je puisse appeler à 3 heures du matin si j'ai vraiment besoin d'aide. »« Pourquoi n'as-tu rien dit ?» demandai-je, en tenant sa main entre les miennes. « La honte ?» a-t-il répondu simplement. « Comment admettre que j'ai choisi la mauvaise voie, que tous tes avertissements étaient justes ? Il était plus facile de prétendre que je vivais un rêve, même si je me réveillais chaque matin avec le sentiment qu'il me manquait quelque chose de fondamental. Cette conversation a marqué le début de quelque chose de nouveau entre nous. Dans les jours qui ont suivi, alors que ma santé continuait à décliner régulièrement, Christina et moi avons reconstruit des ponts que je croyais brûler à jamais. Elle a assumé le rôle de soignante avec un dévouement qui m'a surprise, partageant son temps entre mes soins médicaux et de longues conversations au cours desquelles nous avons enfin appris à nous connaître en tant qu'adultes. Non plus seulement en tant que mère et fille, mais en tant que femmes avec leurs propres histoires, leurs peurs et leurs espoirs. Eduardo était toujours avec nous, filmant désormais ouvertement avec ma permission explicite. Christina s'est d'abord interrogée sur la présence constante de la caméra. Mais lorsque je lui ai expliqué que cela faisait partie d'un projet visant à préserver mes souvenirs, elle a accepté sans poser d'autres questions. Puis, un matin particulièrement difficile, alors que la douleur m'avait tenu éveillée une bonne partie de la nuit, j'ai décidé qu'il était temps de parler du testament. « Christina » ai-je dit en indiquant la chaise à côté de mon lit, « il faut que nous parlions de choses pratiques. » Elle a acquiescé et s'est assise d'un air résigné. « Le testament ?»« Oui » confirmai-je. « Demain, mon avocat viendra pour tout finaliser. Mais d'abord, je veux que tu comprennes mes décisions. Maman, ce n'est pas nécessaire. »« Si, c'est nécessaire, » interrompis-je doucement. « Je veux que tu saches que pendant notre voyage, j'ai observé et enregistré chaque instant, tes moindres réactions, tes moindres choix, tes moindres mots. » Son visage pâlit légèrement. « Tu me testais. D'une certaine manière, j'ai admis que je voulais voir si la fille que j'avais élevée existait toujours sous les couches de sophistication et d'indifférence. « Et quelle a été ta conclusion ?» demanda-t-il, sa voix haine étant plus qu'un murmure. « Que tu es en train de te redécouvrir, Christina, qu'il y a de l'espoir, que le chemin du retour est long, mais que tu as déjà fait les premiers pas. » Des larmes silencieuses coulent sur son visage. «
Trop tard pour ton approbation, je suppose? Il ne s'agit pas de mon approbation, ai-je corrigé doucement. Il s'agit de ton propre chemin vers la paix intérieure. Et pour ce qui est du testament, tu connaîtras mes décisions en temps voulu. Elle n'insista pas davantage, ce que je considérais comme une nouvelle petite victoire. La Christina d'il y a quelques semaines aurait exigé des détails, aurait essayé d'argumenter, peut-être même de manipuler. Cette Christina-là s'est contentée d'acquiescer, acceptant que certaines choses échappent à son contrôle. Dans les semaines qui ont suivi, mon état s'est détérioré plus rapidement que les médecins ne l'avaient prévu. La douleur est devenue un compagnon constant, seulement partiellement contrôlé par des doses de morphine de plus en plus fortes. Mes forces ont disparu comme l'eau entre mes doigts et je me suis rapidement retrouvée alitée, dépendante de Christina pour presque tout. « Vous feriez une excellente infirmière », ai-je fait remarquer un soir, alors qu'elle changeait mes draps avec une habileté surprenante. « Je préfère penser que je ne suis qu'une fille qui essaie de compenser des années d'absence », a-t-elle répondu avec un sourire triste. Dans mes moments de lucidité, j'ai finalisé les derniers arrangements avec mon avocat, le docteur Silvera, un vieil ami qui comprenait parfaitement mes intentions. Eduardo a terminé le montage du documentaire et je l'ai regardé un après-midi particulièrement agréable, lorsque la morphine parvenait à contrôler la douleur sans me laisser complètement sédentaire. « C'est parfait », approuvai-je en regardant les images sur son ordinateur portable. Exactement ce que je voulais. Il m'a demandé si J était sûr de ce que je faisais. Son inquiétude était évidente. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Je suis plus sûr que jamais, ai-je répondu avec la sérénité de quelqu'un qui a fait la paix avec ses décisions. Ce qui va suivre est nécessaire. Le matin de ce qui allait être mon dernier jour, je me suis réveillée avec une clarté inhabituelle. La douleur était toujours là, mais elle semblait lointaine, comme si je commençais à me détacher de mon corps physique. Christina dormait dans le fauteuil à côté du lit, comme tous les soirs maintenant. « Ma fille », ai-je appelé doucement en lui touchant le bras. Elle s'est réveillée instantanément et s'est penchée sur moi. « Tu as besoin de quelque chose? D'autres médicaments contre la douleur? »« Non », ai-je répondu en lui tenant la main. « Il faut que tu saches que je suis fière de toi. Pas pour la personne que tu étais, ni pour celle que tu es en train de devenir, mais pour avoir eu le courage de reconnaître qu'un changement était nécessaire. » Oh, ses yeux se remplissent de larmes. « Ne pars pas encore, maman. S'il te plaît, maman. Nous avons tant à reconstruire. Une partie de la reconstruction se fait après les adieux, ma chère. Cela fait partie du processus. Nous avons passé cette journée dans une paix étrange, parlant quand j'en avais la force, nous tenant simplement par la main quand je n'en avais pas. Nous avons évoqué de vieilles histoires, ri de souvenirs presque oubliés, pleuré des occasions manquées. À la tombée de la nuit, j'ai senti que mon moment approchait. Avec mes dernières forces, j'ai demandé à Christina d'appeler le docteur Silvera, qui attendait dans l'appartement voisin, comme nous l'avions convenu. Je lui ai dit simplement « c'est le moment » lorsqu'il est entré dans la pièce. Il a hoché la tête en signe de compréhension et a sorti une enveloppe de sa mallette. Il l'a tendue à Christina, qui l'a reçue les mains tremblantes. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, confuse. « Des instructions pour après mon départ » ai-je expliqué, la voix déjà faible. « Promets-moi de les suivre à la lettre. »« Je le promets » a-t-elle répondu sans hésiter, les larmes coulant à présent à flots. Ce soir-là, entourée de l'amour retrouvé de ma fille, je me suis enfin autorisée à partir. Ce que j'ai vu pour la dernière fois dans ce monde, c'est le visage de Christina. Non pas la femme froide et ambitieuse qui était revenue depuis des semaines, mais la petite fille dont j'avais toujours su qu'elle existait encore quelque part en elle, n'attendant que le bon moment pour retrouver le chemin de la lumière. Mon départ a été paisible, comme une bougie qui s'éteint naturellement après avoir consommé toute sa cire. Je n'ai ressenti ni douleur ni peur, juste un sentiment d'achèvement, de cycle fermé. Mais mon histoire ne s'est pas arrêtée là, d'une certaine manière. Ce qui s'est passé après était le véritable but de mon dernier voyage. Une semaine après mes funérailles, Christina a suivi mes instructions et a convoqué les personnes inscrites sur l'enveloppe pour lire le testament. La salle de réunion du bureau du docteur Silvera était pleine à craquer. Anciens élèves, amis proches, collègues enseignants, l'infirmière Conceição, ma cousine Antonia. En tout, une vingtaine de personnes qui ont marqué ma vie de manière significative. Christina était assise au premier rang, ses yeux profondément cernés, témoignant des nuits blanches passées depuis mon départ. Elle était habillée simplement, un tailleur noir sans ostentation, des bijoux discrets, ses cheveux attachés en un simple chignon.
Rien à voir avec le glamour calculé d'il y a quelques semaines. Eduardo était également présent, son appareil photo ouvertement placé sur un trépied discret dans un coin de la pièce. Le docteur Silveira renifle et ajuste ses lunettes avant de commencer. Nous sommes réunis ici à la demande de feu Teresa Almeida pour la lecture de ses dernières volontés et de son testament. Avant de procéder aux aspects juridiques, Teresa a laissé des instructions précises pour que nous regardions un document audiovisuel. Des murmures de surprise parcourent la salle. Eduardo s'avance et connecte son ordinateur portable à un projecteur. L'écran sur le mur s'est animé et J était là, enregistré des semaines auparavant, assis dans mon fauteuil préféré, visiblement affaibli, mais les yeux encore pétillants de détermination. Mes chers amis et ma famille, ai-je commencé dans l'enregistrement, ma voix étant plus forte qu'elle ne l'avait été ces derniers jours. Si vous regardez ceci, c'est que j'ai achevé mon voyage terrestre. Ne vous affligez pas pour moi. J'ai vécu pleinement, j'ai aimé profondément et je suis parti en paix. J'ai fait une courte pause, m'installant dans le fauteuil. Mais avant que le docteur Silveira ne procède aux aspects formels de mon testament, j'aimerais partager une histoire avec vous. Ma dernière histoire, qui est aussi une leçon sur les valeurs, les choix et la véritable signification de l'héritage. L'image a changé, montrant des extraits du documentaire qu'Eduardo avait créé pendant notre voyage. Il y avait Cristina, dans divers moments capturés à son insu, son dédain initial pour le logement simple de Serra Azul, ses questions sur la valeur du bracelet de ma mère, son impatience face au récit de mes sacrifices, son malaise visible parmi les personnes d'origine modeste. J'ai vu ma fille, dans le salon, se raidir sur sa chaise, son visage pâlir lorsque son comportement était exposé devant tout le monde. Mais le documentaire a continué, montrant aussi la transformation progressive, son choc en découvrant mes sacrifices financiers pour d'anciens élèves, son émotion contenue devant la photo de son enfance malade, ses larmes au cimetière de son père, ses soins dévoués dans mes derniers jours. Ma voix off a raconté tout le voyage, expliquant comment j'avais envisagé ce voyage comme une ultime épreuve, une occasion de rédemption, une dernière tentative pour reconnecter ma fille avec ses valeurs oubliées. Cristina est revenue dans ma vie lorsque j'ai appris que J était en phase terminale, explique ma voix dans le documentaire. Au départ, elle était motivée par des intérêts matériels, par l'attente d'un héritage. Mais tout au long de notre voyage, à travers les souvenirs de notre famille, j'ai assisté à quelque chose d'extraordinaire. Le lent réveil de sa conscience, la redécouverte de son humanité. À la fin du documentaire, la salle est totalement silencieuse. Certains invités essuyaient discrètement leurs larmes. D'autres regardaient Cristina avec des expressions qui oscillaient entre la compassion et le jugement retenu. Ma fille gardait les yeux fixés sur le sol, les mains jointes sur les genoux dans un geste de défense. Mon image est revenue à l'écran pour la conclusion. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi j'ai choisi d'exposer ainsi le parcours de ma fille. S'agit-il d'une vengeance ou d'une punition? J'ai secoué la tête devant l'enregistrement. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Je l'ai fait parce que je crois au pouvoir transformateur de l'honnêteté brutale. Parce que certaines leçons ne peuvent être vraiment comprises que lorsque nous nous voyons à travers les yeux des autres. J'ai marqué une pause, me penchant légèrement en avant, comme si je pouvais atteindre chaque personne présente à travers l'écran. Et maintenant, à propos de mon testament formel, Cristina, ma fille, regarde-moi. Dans la salle, Cristina lève les yeux vers l'écran. Son visage est un masque d'émotions contradictoires. « Tu t'attendais à ce que je te punisse, n'est-ce pas? Que je te renie au profit de nobles causes, en rétribution de tes années de négligence et de ton intérêt d'abord calculateur pour ma maladie. » L'expression résignée de Cristina confirme mes propos. Elle avait déjà accepté ce destin comme inévitable. Mais cela n'a jamais été mon intention. Ai-je poursuivi dans l'enregistrement, un léger sourire se dessinant sur mes lèvres fatiguées. Mon intention a toujours été de t'éduquer, comme je l'ai fait avec des centaines de jeunes au cours de ma carrière. Et maintenant, nous arrivons au moment de l'évaluation finale. Le docteur Silveira s'est avancé et a brandi le document juridique, tandis que la vidéo se poursuivait. Teresa Almeida laisse tous ses biens matériels, y compris l'appartement, les comptes bancaires et les investissements, à sa fille unique, Cristina Almeida, à une seule condition. La surprise se lit sur le visage de Cristina. Des murmures ont à nouveau parcouru la salle. La condition, poursuivis-je dans la vidéo, est qu'avant de recevoir des biens matériels, ma fille doit gérer pendant une année entière la fondation Teresa Almeida,
que j'ai créée avec la moitié de mes économies. Une fondation qui se consacre au traitement médical des enfants atteints de cancer et issus de familles sans ressources, comme l'a été Christina. Mon image s'est agrandie. Pendant cette année, elle vivra exclusivement du modeste salaire du directeur de la fondation, habitera le petit appartement à côté du siège que j'ai créé et travaillera directement avec les familles dans le besoin. Après cette période, si elle remplit ces conditions, elle recevra l'intégralité de son héritage, sans aucune autre restriction. La caméra d'Eduardo a capté l'expression de ma fille. Non pas celle de la déception ou de la révolte, comme certains auraient pu s'y attendre, mais celle d'une compréhension profonde et émouvante. Ma chère Christina, ai-je conclu sur l'enregistrement, les yeux pleins d'eau, ce n'est pas une punition, mais un cadeau. Le cadeau de découvrir que la vraie richesse réside dans ce que nous pouvons donner, et non dans ce que nous pouvons accumuler. Si, à la fin de cette année, vous décidez que vous préférez retourner à votre vie antérieure, vous pouvez le faire en emportant votre héritage matériel. Mais je pense que vous découvrirez, comme je l'ai fait, que certaines formes de richesse ne peuvent pas être déposées à la banque. La vidéo se termine par une image de moi, souriant sereinement. La salle est restée silencieuse pendant quelques instants jusqu'à ce que le docteur Silveira reprenne la parole, détaillant les aspects juridiques du testament, la structure de la fondation, les ressources déjà allouées. À la fin de la réunion officielle, les invités se sont approchés un à un de Christina, non pas pour la critiquer ou la juger, mais pour lui apporter leur soutien, lui raconter des histoires sur moi, lui promettre de l'aide pour la fondation. Je regardais, de là où je me trouvais, ma fille recevoir chaque mot avec une humilité qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. 6 mois se sont écoulés depuis mon départ. La fondation Teresa Almeida était opérationnelle dans une petite maison de ville rénovée, non loin de mon ancien appartement. Les murs, autrefois blancs et impersonnels, affichaient désormais des dessins colorés d'enfants en cours de traitement, des photographies de familles souriantes et une grande fresque murale représentant mon image entourée de messages de gratitude. Christina avait transformé l'espace et, ce faisant, S était transformée elle-même. Elle porte désormais des vêtements simples, ses cheveux n'ont plus de teinture sophistiquée et elle ne se maquille presque plus. Le petit appartement à l'étage, où elle vivait conformément à mon testament, était fonctionnel et confortable. Il ne comportait aucun des luxes auxquels elle était habituée, mais elle semblait rarement remarquer la différence. Ses matinées commençaient tôt, pour rendre visite aux enfants admis dans les hôpitaux partenaires de la Fondation. Les après-midi sont consacrés aux réunions avec les médecins, à la collecte de fonds et à la formation des bénévoles. Le soir, elle s'asseyait souvent à côté de parents angoissés dans les salles d'attente des unités d'oncologie, offrant non seulement un soutien logistique, mais aussi cette présence humaine qui avait été absente de sa propre vie pendant si longtemps. Eduardo a continué à tout documenter, désormais avec l'autorisation explicite de Christina. Pour que l'histoire soit complète, avait-elle expliqué, pour que ma mère puisse la voir où qu'elle soit. Un après-midi particulièrement important, 6 mois après avoir commencé à travailler à la Fondation, Christina a reçu une visite inattendue. Un jeune couple, visiblement abattu, avec une petite fille d'environ 8 ans. L'enfant était complètement chauve à cause de la chimiothérapie, maigre comme un oiseau, mais ses yeux brillaient d'une force qui défiait son état physique. « Bonjour », salue le père, visiblement nerveux. « Nous sommes la famille Silva. Nous avons été envoyés par l'hôpital central. Notre fille, Julia, a besoin d'un traitement expérimental que le SUS ne prend pas en charge. » Christina les invite à s'asseoir, offre de l'eau et du jus à la petite Julia et s'assure qu'ils sont à l'aise avant d'entamer la conversation professionnelle. « Combien coûte le traitement ?» demande-t-elle enfin, son bloc-notes prêt à l'emploi. Le père déglutit avant de répondre. 250 000 réais. Nous avons essayé d'emprunter, nous avons vendu notre voiture, nous avons organisé des tombolas, mais nous n'avons même pas réussi à nous en approcher. Eduardo, qui filme discrètement depuis un coin de la pièce, a saisi le moment exact où quelque chose a changé sur le visage de Christina. Une reconnaissance, une compréhension profonde, comme si toutes les pièces d'un puzzle se mettaient enfin en place. « Julia », dit Christina en s'adressant directement à la jeune fille, en se penchant pour croiser son regard. « Tu aimes dessiner ?» L'enfant acquiesce timidement. « Nous avons une salle d'art ici. Mon assistante, Clara, peut te faire visiter pendant que je parle à tes parents. D'accord ?» Lorsque Julia est partie avec son assistante, Christina s'est tournée vers le couple.
une nouvelle détermination dans le regard. Je vais être franche avec vous. La fondation peut couvrir une partie du traitement, peut-être 60%. Pour le reste, nous devrions normalement chercher d'autres partenaires, organiser des campagnes de collecte de fonds. Elle s'interrompt, prend une grande inspiration. Mais nous n'avons pas le temps pour cela, n'est-ce pas? D'après le rapport médical, le traitement doit commencer dans 15 jours pour être efficace. Les parents acquiescent, le désespoir se lit dans leurs yeux. Christina se lève et se dirige vers la fenêtre. Pendant un long moment, elle contempla le mouvement de la rue en contrebas, comme si elle cherchait des réponses dans le flux quotidien de la vie. Lorsqu'elle se retourne vers le couple, sa décision est prise. Je vais compléter la somme restante avec mes ressources personnelles. Mais, balbutie le père, il s'agit de près de 100 000 réais. Nous parlons de la vie de votre fille, corrige doucement Christina. Il y a de nombreuses années, mes parents ont vendu tout ce qu'ils avaient pour payer mon traitement lorsque j'y étais dans la même situation que Julia. Maintenant, c'est à mon tour de transmettre cet héritage. Après le départ du couple, porteur non seulement de la promesse d'un financement complet, mais aussi de quelque chose de tout aussi précieux, un regain d'espoir, Eduardo s'est approché de Christina. « Ah, vous n'avez pas ces ressources personnelles », a-t-il fait remarquer. « Tu n'as pas encore reçu ton héritage ?» Christina sourit. Un sourire qui me rappelait tellement celui d'Alberto que je pouvais presque sentir mon cœur inexistant se serrer d'émotion. « J'ai un appartement à Paris », répondit-elle simplement, « et une collection d'art modeste mais précieuse. J'ai déjà appelé un courtier ce matin, avant même de rencontrer Julia. Il y a des choses qui valent plus que d'autres. » Ce soir-là, seule dans son petit appartement de fonction, Christina écrit son journal, une habitude qu'elle a prise depuis mon départ. « Chère maman », commença-t-elle. Comme elle le faisait toujours, comme si elle écrivait des lettres de l'autre côté du voile. Aujourd'hui, j'ai tout compris. Il ne s'agit pas de l'argent, de l'héritage, de l'appartement. Cela n'a jamais été le cas. Il s'agissait de trouver un but dans la douleur des autres, un sens dans votre propre sacrifice. Il s'agissait du cycle parfait du don et de la réception, que tu as essayé de m'enseigner toute ma vie. Elle marqua une pause, le stylo planant un instant sur le papier avant de poursuivre. Aujourd'hui, j'ai vendu mon appartement à Paris, celui dont j'y étais si fière, mais où je passais rarement plus de quelques semaines par an. Paradoxalement, j'ai obtenu un prix supérieur à celui du marché, de quoi payer le traitement de Julia et constituer un fonds d'urgence pour des cas similaires. Encre. Son journal se poursuit, détaillant ses réalisations du jour, ses projets pour étendre la portée de la fondation, ses petites découvertes sur la simplicité d'une vie utile. À la fin, elle a écrit les mots que je souhaitais entendre depuis tant d'années. « Merci, maman, pour ta dernière leçon. » Était exactement ce que j'avais besoin d'apprendre. Tu me manques tous les jours, mais je comprends enfin ce que tu as toujours essayé de me montrer. L'amour, lorsqu'il est transformé en action concrète, est le seul héritage qui compte vraiment. 1 an après avoir commencé à travailler à la Fondation, le docteur Silveira a convoqué Christina à la réunion officielle au cours de laquelle il recevrait officiellement son héritage matériel. L'élégance du bureau contrastait avec la simplicité à laquelle elle s'était habituée. Eduardo était présent, continuant à documenter chaque moment important de ce voyage. « Christina », commence l'avocat en étalant des documents sur la table polie. Selon le testament de votre mère, après avoir dirigé pendant 1 an la fondation Teresa Almeida, vous avez le droit de recevoir l'intégralité de votre héritage. L'appartement, les comptes bancaires, les investissements. Le tout s'élève à environ 1 200 000 réais. Il lui tend un stylo pour qu'elle signe les documents de transfert. Christina observe le stylo pendant un long moment, puis lève les yeux pour croiser le regard de l'avocat. « Docteur Silveira, j'ai une question à vous poser avant que vous ne signiez. » Bien sûr. Le testament stipule que je dois gérer la fondation pendant 1 an avant de recevoir l'héritage. Mais est-il précisé ce que je dois faire après cette période? L'avocat ajuste ses lunettes et réexamine le document. Il n'y a aucune obligation après la période d'1 an. Vous pouvez faire ce que vous voulez des biens et de votre temps. Christina acquiesce pensivement avant de prendre le stylo. Elle signe les documents d'une écriture ferme et décidée. « Merci, docteur Silveira. Maintenant, j'ai un autre document que j'aimerais que vous prépariez. De quoi s'agit-il? »« Arnaud, je veux rédiger mon propre testament, » explique-t-elle d'une voix assurée. « Je veux qu'en cas de décès, tous mes biens, y compris l'héritage que je viens de recevoir, soient intégralement transférés à la Fondation Teresa Almeida. »
L'avocat ne peut cacher sa surprise. « Christina, vous êtes jeune. Êtes-vous sûre d'une décision aussi définitive ?»« Absolument, » répond-elle avec un sourire rassurant. « Et puis, je n'ai pas l'intention de mourir de sitôt. J'ai encore beaucoup de travail devant moi. » En sortant du bureau, Eduardo éteint enfin son appareil photo. Une année de documentation s'achève. L'ensemble du matériel, depuis nos premiers jours de voyage jusqu'à ce moment de transformation finale, allait être monté dans un documentaire que Christina prévoyait d'utiliser pour inspirer les donateurs et les bénévoles potentiels. Teresa serait fière, commente Eduardo en rangeant son matériel. Plus que fière. Elle serait confortée dans sa foi en vous. Christina sourit, levant les yeux vers le ciel clair de l'après-midi de printemps. Tu sais ce qui est le plus ironique ? J'ai fini par hériter de ce qui compte vraiment. Pas de l'argent ou de l'appartement, mais de sa raison d'être, la capacité de voir la valeur là où d'autres ne voient que le coût. Alors qu'elles rentrent ensemble à la fondation, où une petite fête les attend avec le personnel et certaines des familles qu'elles ont aidées, Christina fait une dernière remarque. Maman a toujours dit que l'éducation était son héritage, qu'il était plus important de former les esprits et les cœurs que de bâtir des fortunes. Il m'a fallu près de 40 ans pour comprendre ce qu'elle voulait dire. À ce moment-là, de là où mon esprit regardait, j'ai ressenti une paix totale. Mon dernier souhait avait été exaucé. Non pas la distribution de biens matériels, mais le véritable héritage que j'avais toujours voulu transmettre. La prise de conscience que l'on ne vit pleinement que lorsqu'on se consacre à quelque chose de plus grand que soi. Le parcours de Christina allait se poursuivre, avec de nouveaux défis à relever et de nouvelles leçons à apprendre. Mais la boucle était bouclée. La jeune fille qui était perdue dans de vaines ambitions portait désormais le flambeau de la compassion et de la détermination que j'avais toujours essayé de maintenir allumée tout au long de ma vie. Certaines leçons nécessitent un départ pour être vraiment comprises. Certains héritages ne se révèlent précieux que lorsque tout le reste est mis en perspective. Et certaines dernières volontés transcendent les documents juridiques pour devenir des graines de transformation plantées au moment précis où elles devaient fleurir. Était ma dernière leçon en tant qu'enseignant. Et enfin, elle a été pleinement comprise.